Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Nous avons avec nous ce matin le substitut commissaire au parquet près la Cour d'appel de Port-au-Prince, Kebro Zamor, professeur de droit constitutionnel, professeur de droit pénal également. Maître Zamor s'est engagé, si je peux l'appeler ainsi, dans un combat, dans une lutte pour des réformes institutionnelles dans le pays. Commissaire Zamor, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Je vous dis bonjour également, Wendell. C'est un plaisir d'être avec vous. J'en profite pour saluer tous les auditeurs de Radio et Télémétropole. On l'a dit, c'est une bataille. Oser même parler de réforme institutionnelle en Haïti, c'est un engagement, professeur. Beaucoup plus qu'un engagement, parce que ça devient de plus en plus un impératif. Parce que tous les problèmes qui sont au niveau des différentes stations de radio et qu'on essaye d'élaborer là-dessus, ce sont, si vous voulez, par exemple, à titre d'exemple, j'ai suivi avec attention ce qui s'était passé dernièrement sur les zones de Radio Métropole, les télémétropoles, relativement au conflit terrien ou l'insécurité foncière. Donc, autant de problèmes de la justice, autant de problèmes des autres institutions qui ne remplissent pas effectivement la fonction, la mission qui leur est dévolue. Mais tout ça, si vous voulez, peut être considéré comme étant des problèmes institutionnels. Et récemment, il y a eu un débat entre le président Obama et un président africain. Le président Obama avait soutenu que ce qu'il faut, c'est des institutions fortes. Le président africain lui avait répondu, mais non, c'est plutôt des hommes forts. Donc, c'est deux réalités différentes. Les États-Unis, c'est plus que, disons, 3 siècles ou à peu près 4 siècles d'existence. Donc, depuis Washington, on a eu le temps de faire en sorte qu'on ait des institutions qui sont suffisamment fortes. Parce qu'en réalité, on a eu des hommes forts dès le départ. Et tout au fil de l'histoire de politique des États-Unis, vous allez voir qu'il y a des hommes forts. Donc, qui ont fait en sorte qu'on a monté, si vous voulez, les structures ou une superstructure d'un pays qu'on voulait être fort. Alors que pour l'Afrique, c'est différent. La décolonisation, c'est les années 60. Donc, c'est très peu de temps par rapport aux États-Unis. Maintenant, il y a des institutions fortes aux États-Unis parce qu'il y a eu des hommes forts qui ont compris qu'il fallait, par-dessus tout, se transcender. Où les trouver, ces hommes forts? La nature. La nature, l'éducation qu'ils ont reçue, le sentiment... L'environnement aussi, non? L'environnement en quelque sorte, mais le sentiment, l'estime qu'on leur a appris à avoir pour soi, l'éducation qu'ils ont eue, les familles ou bien les familles dans lesquelles ils ont été élevés, tout ça rentre dans le cadre de la formation d'un citoyen, mais aussi la formation globale, parce que l'homme est le produit de 3 facteurs, dit-on, l'environnement, l'hérédité et l'éducation. L'éducation y est pour une très bonne part. Donc, alors je parlais de... Permettez que je vous arrête un instant. Je m'apprêtais à vous demander pourquoi un juge, par exemple, américain, peut prendre certaines décisions et ailleurs, dans d'autres pays, comme le nôtre par exemple, on n'a pas l'impression que les juges ont ce pouvoir. Je veux parler de la décision prise récemment par le nouveau président des États-Unis d'interdire d'entrer aux États-Unis certains ressortissants de certains pays musulmans. Ça a provoqué un tollé sur la toile. Vous avez entendu les différentes réactions, manifestations dans des aéroports des États-Unis. Un juge a décidé de suspendre le décret de Trump. Pourquoi le juge peut le faire? Pourquoi un juge américain peut le faire?
Ben, il le fait parce que c'est un juge qui est indépendant. Parce que Quand la vous parlez justice, d'indépendance, elle est indépendante là-bas. C'est-à-dire, ça ne c'est sert le à rien. juge qui est indépendant ou c'est la justice qui est indépendante? Il faut d'abord que le pouvoir judiciaire soit indépendant pour que le juge puisse lui-même être indépendant. Donc là, on est au niveau des considérations d'ordre à la fois philosophique et juridique. On a voulu que la justice soit indépendante, elle est indépendante. C'est pourquoi tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de terminer quand je parlais des institutions, par exemple, Obama et puis le président africain, pour faire en sorte qu'une institution devienne forte et remplisse effectivement le rôle qui est la sienne. Le rôle qui est le sien, excuse-moi. Il faut absolument que il y a eu à un certain moment un homme de caractère, un homme qui a de la vision, un homme qui a de la conviction à la tête de cette institution. Vous vous rappelez avec le CSPJ ce qui s'était passé avec Aner Alixi. De regretter, mais moi je ne vais pas revenir là-dessus. Mais cela aurait tout été le contraire avec quelqu'un comme Georges Moïse, qui a assuré l'intérim pendant plus de 4 ou 5 ans. Il faut à la tête des institutions des hommes qui ont du caractère. Ça ne sert à rien d'avoir du caractère si on n'a pas de la vision. Il faut pouvoir se transcender. C'est-à-dire qu'il faut avoir le sens de l'État. Et avoir le sens de l'État, c'est faire en sorte que ce soit l'intérêt général qui prime en toute situation. Et non pas les intérêts de groupe, les intérêts mesquins. Donc ce n'est pas pour faire plaisir à X. On doit avoir une conception de l'État. Là, on va le puiser où? On fait une étude comparative. Une étude comparative, les autres pays, comment ça fonctionne, etc. Et on voit qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une innovation allant dans le sens du progrès dans ce domaine. Et on le fait. Mais malheureusement, chez nous, on a eu des gens qui sont placés au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, et qui, loin de faire en sorte que investissent, si vous voulez, ce sentiment de ce sens de l'État, eh bien, loin de faire en sorte qu'on a eu des institutions qui soient effectivement en mesure de répondre aux différents problèmes pour lesquels elles ont été créées, eh bien, on fait tout le contraire. Donc, on vous donne une apparence, par exemple au niveau de la justice, on vous donne une apparence de dépendance de la justice. Parce que ce qui doit être fait pour rendre la justice effectivement indépendante et efficiente, ce n'est pas fait encore. Et c'est surtout sur ça, moi, que j'espérais quand même me concentrer, étant donné qu'un certain nombre de problèmes auxquels fait face, je dirais, toute la communauté, s'expliquent en effet par le seul fait que les vraies réformes institutionnelles n'ont pas été menées, notamment par rapport à la justice. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir judiciaire s'il n'est pas indépendant. Ou bien s'il ne garantit pas l'indépendance des magistrats. Parce que ce qui garantit les droits des citoyens, c'est le juge. Remarquez ce qui s'est passé aux États-Unis, comme vous venez de le rappeler. Par rapport, je dirais, à ce décret principalement de Trump. Tout le monde a réagi, on en a ras-le-bol, au niveau de la toile, au niveau des différents médias. C'est le choc. Maintenant, il y a un recours qui a été porté par devant le juge qui a décidé en toute indépendance. Et ce que le juge a décidé, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans un État dit démocratique, il n'est pas question, il est hors de question de singer un État de droit. Maintenant, c'est pas donner l'apparence d'un État de droit. Puisque nous parlons de réforme institutionnelle, comme je vous l'ai dit tantôt, avant de venir au studio, Maître Zamor, peut-on parler de réforme institutionnelle si on a l'impression que les institutions n'existent même pas? Ben c'est pourquoi il y a exigence de réforme, parce que ça n'existe, soit ça existe, ou c'est plutôt inefficace, ou plutôt dysfonctionnel. Maintenant, il faut rechercher les causes de ce dysfonctionnement, ou les causes, je dirais, de ce manque, de ce déficit de Et si l'on prend la réponse d'Obama, ce n'est pas les institutions qui doivent être fortes, c'est des hommes. On doit avoir des hommes forts, mais quand on parle des hommes forts, qui ont du caractère, mais c'est aussi des gens qui ont de la vision. Vous l'avez dit, vision et caractère. Tout à fait, tout est dans la vision. Tout est dans la vision. Et vos enfants, par exemple,
vous faites en sorte que vos enfants reçoivent la meilleure éducation possible. Depuis le kindergarten, vous avez choisi l'école primaire qui soit la mieux adaptée pour pouvoir lui procurer cette formation de base. Et en secondaire, c'est pareil. Et même à l'université, vous faites déjà l'orientation professionnelle. Ou bien il ira au Canada, aux États-Unis, peut-être même Saint-Domingue. Pourquoi? Vous avez une grande vision pour votre enfant. Si les différents dirigeants qu'on a eus et qui se sont succédés au pouvoir avaient cette vision d'Haïti, notre pays, on ne serait plus là où on est. Maintenant, quelle est la démarche? D'abord, à ma question, j'attends une réponse, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'envisager d'abord les institutions avant même évoquer la possibilité d'une réforme institutionnelle? Eh bien non. Vous dites qu'il nous faut des hommes ayant une vision. Du caractère. Et Une du haute caractère. vision. Une haute vision. Maintenant, c'est-à-dire... Et puis de la conviction. De la conviction. Donc, c'est par où passer d'abord? C'est d'abord la vision. C'est-à-dire... Et ceux qui sont déjà... Et les hommes qui sont déjà là? Ah bien sûr, je vais vous expliquer. Donc, on prend par exemple l'hypothèse que... On a remarqué que, vous savez que le droit, c'est le fait social qui donne naissance au droit. On a observé tel problème au niveau de la société. Et ça constitue pour les gens, je dirais, un véritable, je dirais, préoccupation. Donc, on vient réguler ça. Maintenant, au niveau de la régulation, au niveau de la réglementation, au niveau de l'élaboration de ce problème, il faut faire en sorte que on essaye de prendre toutes les précautions possibles et mettre à la disposition de cette institution qui va naître tout ce dont il va avoir besoin pour pouvoir mener à bien, je dirais, sa mission, pouvoir remplir sa mission. Effectivement, on a, si vous voulez, on a des institutions qui sont là, par exemple, mais qui ont été, je dirais, élaborées, ça fait longtemps, qui ont été instituées, ça fait longtemps. Et que maintenant, par rapport à l'évolution sociale, il faut les adapter à la nouvelle conjoncture. Si vous prenez, par exemple, le CSPJ, si vous prenez le parquet, les commissaires du gouvernement, ça pose problème. L'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement, ça pose énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Vous avez remarqué au parquet de Port-au-Prince, pendant 4 ans, combien de commissaires se sont succédés? Oui. Et pourquoi? Cette pression sur la justice. Donc, d'un côté, on a l'impression qu'on a des juges qui sont indépendants, on a une magistrature qui roule à 2 vitesses. Les juges sont indépendants parce qu'ils disposent d'un mandat. Pour les parquetiers ou les commissaires de gouvernement, ce n'est pas pareil. En plus, qu'ils relèvent de l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice. Et quand vous dites ministre de la Justice, vous dites l'exécutif. Et quand vous dites l'exécutif, vous dites un pouvoir qui a toujours tendance à aller vers les dérives, à aller vers des empiètements. Or, la justice, elle est là, pour protéger, effectivement, dans le cadre, si vous voulez, du principe assez cher de la séparation des pouvoirs cher à Montesquieu, la justice est là pour jouer le rôle de contre-pouvoir. Et c'est la véritable garantie de la protection des droits des citoyens. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout d'abord, il y a des institutions qu'on va créer, il y en a qui sont déjà là. Comment les renforcer? Parce que j'ai parlé de hommes forts, hommes de caractère, hommes de vision. Si on estime que telle institution qui est là, et qui accuse un certain dysfonctionnement, qui ne remplit pas la mission qui lui est dévolue, on doit réfléchir, élaborer là-dessus et dire voilà où est le problème. On va voir que voilà pourquoi ça n'arrive pas à remplir effectivement la mission qui lui est dévolue. À travers cette forme de transcendance, qui est cette haute vision qu'on doit avoir de l'État, donc de cette institution, donc on va réformer. Je prends un titre d'exemple. Je prends l'ULCC, unité de lutte contre la corruption. Le directeur général de l'ULCC, il est placé sous l'autorité hiérarchique du ministre des Finances. Maintenant, imaginez un instant des cadres du ministère qui sont assez proches du ministre, ou le ministre lui-même,
ou d'autres collègues sont concernés, si vous voulez, par des questions de détournement ou des cas assimilables à la corruption. Vous pensez que le directeur général va avoir les coups de franche, toute la latitude qu'il lui faut pour pouvoir mener à bien les enquêtes administratives à ce niveau? Il sera mis à pied. Il sera révoqué. Tout à fait. Vous prenez le commissaire du gouvernement. Il y a des potentats ou des proches de certains potentats, de certains grands fonctionnaires, de certains parlementaires qui ont commis des infractions assez graves pour mettre l'action publique en mouvement. Parce que c'est un pouvoir propre du commissaire du gouvernement que de pouvoir décider de l'opportunité, en fonction de l'opportunité des poursuites, de mettre l'action publique en mouvement contre X ou Z qui aurait commis telle ou telle infraction. Vous pensez qu'il va pouvoir le faire sans avoir le consentement du ministre? Il va être évoqué. Et encore moins si c'est le ministre lui-même qui est concerné. Tout à fait. S'agissant d'un parlementaire ou d'un proche de parlementaire, vous savez que le Parlement quand même a cette possibilité d'interpeller le ministre, etc., et d'aller jusque vers une motion de censure. Donc, s'agissant d'un des leurs qui aurait été impliqué dans le cadre d'une infraction assez grave, eh bien, ils vont essayer de faire pression sur le ministre pour que lui, il fasse pression. Donc, pas faire pression, mais que lui, il fasse une intervention. Des instructions, passe des instructions au niveau du commissaire du gouvernement pour dire, OK, on laisse ça de côté pour l'instant. Donc, moi, je crois qu'un pays ne fonctionne pas de la sorte. Il faut que les institutions puissent effectivement remplir la mission qui leur est dévolue. Parce que, au niveau du droit constitutionnel, les institutions ont été instituées pour une raison bien précise. Donc, elles ont vocation à remplir une fonction. Cette réforme, à votre avis, devrait passer par des mandats, en fait, par des nominations ou par des élections? Je m'apprêtais à élaborer un petit peu là-dessus. D'abord, la question de la nomination et les garanties statutaires. On verra un petit peu après pour le CSPJ, mais étant donné que j'ai pris 2 exemples tout à l'heure, vous savez que la loi qui porte création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui s'inspire du Conseil supérieur de la magistrature en France, ceux-là même qui ont eu à élaborer, je dirais, cette loi, ils auraient pu faire davantage mieux. Parce que le problème est que, au niveau du CSPJ, sur le plan de la configuration, dès le départ, l'exécutif a déjà 4 membres sur 9, sur lesquels il peut éventuellement exercer une certaine influence. Donc, on devrait faire en sorte qu'on ait une configuration au niveau du CSPJ qui garantisse effectivement l'indépendance. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que l'indépendance n'est nulle part dans les différentes institutions. Il y a, de mon point de vue, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Le Parlement est plutôt indépendant. Oui, le Parlement est indépendant, mais ça dépend. Je parle dans le cadre d'un fonctionnement régulier du Parlement. Je ne parle pas d'un Parlement où on aurait composé pour avoir telle ou telle majorité, acquise à la cause d'un président ou bien d'un pouvoir qui fait n'importe quoi, et que le pouvoir de contrôle dont il est appelé à exercer est absolument nul. Oui, mais on dira quoi d'un Parlement qui est apparemment indépendant dans son fonctionnement lui-même, par contre, exerce des pressions sur un autre pouvoir? Ah, bien sûr, c'est ça le problème, parce que la justice, le pouvoir judiciaire a toujours été pris en sandwich entre l'exécutif et le législatif. De telle sorte que les parlementaires veulent toujours que ce soit X qui soit commissaire du gouvernement dans telle ou telle zone, dans telle ou telle juridiction. Ils veulent que ce soit X qui soit comme juge de paix. Ils ne veulent pas que ce soit X qui soit comme juge de paix. Bon, c'est vrai qu'avec la réforme qu'on a eue depuis 2007, il y a une certaine garantie statutaire aux juges qui a été, je dirais, octroyée, en ce sens que ça garantit leur inamovibilité. Ils ne peuvent pas être évoqués,
mais des fois, on les déplace. Mais il y a une tentative d'aller vers ceci. Mais je crois que le gros problème par rapport aux juges, c'est la situation des commissaires du gouvernement. Parce que, assez souvent, il arrive que l'exécutif, globalement, je ne parle pas forcément de ce pouvoir-là, vous comprenez, de cet exécutif-là, mais généralement l'exécutif, à travers le ministre de la Justice ou d'autres personnes influentes au niveau du gouvernement, soit du Palais national ou de la primature, eh bien, essaye d'exercer une influence sur la justice à travers les commissaires du gouvernement, soit en leur demandant d'émettre des mandats contre X ou Z, soit en leur demandant de ne pas poursuivre X ou Z qui a commis une infraction assez grave. C'est pourquoi il faut aller vers les réformes institutionnelles. C'est-à-dire, on peut se poser la question, pourquoi les commissaires du gouvernement agissent de la sorte? Il y en a qui le font surtout parce que, relevant de l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice, ils savent que si jamais il le fait parce qu'on leur demande de faire, ils vont être évoqués. Ils vont être destitués. Et, bon, certains diront, ben, pourquoi ils n'optent pas pour la démission? Ce n'est pas si évident que ça. Hein? Oh, oui. Ce n'est pas si évident. Ce n'est pas toujours. Ce qu'il faut, c'est avoir des garanties statutaires qui les prémunissent contre ces formes d'influence. Et c'est pourquoi moi je crois que... Là, on passe par des mandats, non? Ah ben, pas mandat, oui et non. Vous m'avez dit tantôt qu'un juge aux États-Unis est à vie. Est à vie, oui. Est nommé à vie. Mais je crois que la question de mandat ne résoudrait pas le problème dans la mesure où il serait encore placé sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice. À l'expiration ou à l'approche de l'expiration du mandat, vous allez voir... Certaines pressions peuvent être exercées. Absolument. Et pour pouvoir se voir renouveler ce mandat, on va devoir assouplir sa position. Chantage et marchandage. Maintenant de mon point de vue, ce qui serait préférable, c'est de faire en sorte que le CSPJ est l'organe qui, effectivement, qui soit l'organe qui est responsable, si vous voulez, à la fois de la nomination, à la fois et des juges et des commissaires du gouvernement sur la base de avis conformes. Ça veut dire quoi? C'est un pouvoir qui dispose, si vous voulez, des archives en général des différents magistrats, parce que la voie royale pour l'intégration de la justice, c'est l'école de la magistrature. Donc, l'élève magistrat qui sort de l'école et qui doit intégrer le pouvoir judiciaire, eh bien, cette liste d'élèves magistrats doit être soumise au CSPJ. Qui, lui, vous allez prendre la pause de suite, non? Oui. Ah ben, d'accord, on reviendra un peu plus vite et tout de suite après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Substitut commissaire au parquet près la cour d'appel de Port-au-Prince, professeur de droit constitutionnel, Kebro Zamor est notre invité ce matin. On observe la pause, on revient tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous, Kebro Zamor, pour parler de la nécessité de réformes institutionnelles dans le pays. Et vous nous expliquiez tantôt pourquoi nos institutions nécessitent de vraies réformes. Et justement. Et pourquoi? J'étais en train de dire tout à l'heure que, et comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, que les institutions qu'on a, telles qu'elles fonctionnent, ne remplissent pas la mission qui leur est dévolue. Et il y a une explication fondamentale à tout ça, parce que ceux-là même qui sont responsables pour garantir le bon fonctionnement des institutions, eh bien, ceux-là ne font pas leur boulot. Parce qu'il y a une forme d'insouciance qu'on a remarqué et observé au niveau de certains dirigeants. Je ne parle pas forcément du président de la République, même si c'est lui qui est appelé quand même à s'assurer que toutes les institutions fonctionnent correctement. Mais il y a aussi le Parlement.
si les parlementaires observent que telle institution ne remplit pas la fonction qu'elle doit remplir, eh bien, ils doivent faire en sorte que les autorités concernées puissent articuler une réflexion autour des différents problèmes auxquels est confrontée cette institution, soit sur le plan organique, soit sur le plan matériel, etc. et tout, bien financier. M. Zamor, dites-nous, vous avez fait allusion au président de la République. Selon la Constitution, il est chargé de garantir le bon fonctionnement de nos institutions. Et si nos institutions ne fonctionnent pas bien, est-ce que tous les gouvernements qui se sont succédés, les présidents aussi, est-ce qu'ils sont tous responsables de l'état lamentable, si je peux les qualifier ainsi, nos institutions? Oui, je pense. Mais il faut comprendre ça à deux niveaux. D'abord au niveau de l'exécutif, puis du Parlement. Oui. Mais voyons d'abord l'exécutif. L'exécutif, voilà. Oui. Il y a des institutions qui doivent... on doit innover, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi on n'a pas institué le Conseil d'État en Haïti, par exemple. Le Conseil d'État, si vous voulez, c'est la Cour suprême sur le plan administratif et qui connaissent de certains recours sur le plan administratif, tout ce qui est de l'ordre administratif. Maintenant, on a pris comme exemple tout à l'heure ce qui s'est passé aux États-Unis. Chez nous, un juge qui aurait pu décider de la sorte, ce serait un juge au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, maintenant, pourquoi l'exécutif d'abord? Parce que si il y a des institutions qui doivent être réformées, eh bien, l'initiative de la loi, que ce soit une loi nouvelle ou une loi dite réformatrice, eh bien, l'initiative, elle incombe au pouvoir exécutif, au gouvernement, au Premier ministre d'abord, le gouvernement. Maintenant, le gouvernement, à travers ce projet de loi, demande au Parlement, voilà, de jouer son rôle pour pouvoir élaborer ou discuter, proposer jusqu'à l'adoption de la loi. Le Parlement a aussi l'initiative de la loi, mais c'est très moindre par rapport au pourcentage élevé dont dispose le pouvoir exécutif. On a dit qu'à travers les propositions de loi du Parlement en général, c'est 5 ou 10%. Mais, de ce point de vue, ils sont les deux concernés par les réformes institutionnelles. Par exemple, on a pris l'exemple du CSPJ. S'il faut aller, je dirais, vers cette réforme qui voudrait, ou bien qui devrait faire en sorte que les commissaires du gouvernement soient placés sous l'autorité du CSPJ, ça doit être le Parlement. Ça pourra être aussi l'exécutif. Ça doit être le Parlement, mais il faut que cela soit aussi une priorité pour le Parlement. Pour l'exécutif. Enfin, pour les deux. Pour les deux. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi je vous dis qu'on a un problème institutionnel. Donc, on a remarqué que ça pose problème, le fonctionnement des commissaires du gouvernement, par exemple, à travers les différentes juridictions de la République, mais tout le monde s'en fout. C'est comme si vous voyez quelqu'un qui est malade, qui souffre, et vous vous en foutez pas mal. Vous ne lui apportez même pas un comprimé pour calmer la douleur. Moi, je crois que, et ce que vous avez eu comme scandale dernièrement, c'est ou bien des juges qui peuvent être corrompus, ou bien qui peuvent être assez médiocres, d'accord? Ou bien des policiers qu'on a eu qui ont de l'intérêt dans ce qui se fait, ou bien des huissiers, ou bien des avocats. Bref, quelque part, il y a lieu d'approfondir la question. Ça peut être aussi un commissaire du gouvernement qui, soit parce qu'il rend service à quelqu'un, soit parce qu'on lui a demandé de faire ci, il le fait, en violation de la loi. Bref, il faut qu'on puisse arriver à faire en sorte que les droits des individus soient garantis, mais notamment la propriété privée. Maintenant, pour y arriver, il faut que nos institutions fonctionnent. Non seulement il faut que nos institutions fonctionnent. Quand vous dites fonctionner, il faut qu'il y ait, si vous voulez, le respect scrupuleux. Par exemple, là, on est dans le cadre de procédure pénale. Il faut qu'il y ait un respect scrupuleux
de la procédure en la matière par les différents acteurs judiciaires, il faut, outre cette volonté de respecter scrupuleusement ce que dit la procédure, mais il faut aussi les sanctions. Donc, autrement dit, lorsque un juge ou un commissaire fait ce qu'il veut, et qu'il n'y a personne, il dit personne, il dit une instance, un organe, qui ne lui demande pas de compte, il n'y a pas une instance à lui demander des comptes. Et ou bien... Là, ce n'est pas le rôle du CSPJ, non? C'est le rôle du CSPJ, bien sûr, alors pour le juge, mais à travers l'inspection judiciaire. L'inspection judiciaire a pris du temps à démarrer. Or, c'est l'âme du CSPJ. C'est-à-dire, pour exercer son contrôle par rapport à ce qui se fait au niveau du pouvoir judiciaire, il faut qu'il y ait des inspecteurs judiciaires qui font leur travail d'inspection. Et à partir de ce moment, si soit on a des plaintes, soit on a observé il y a des violations, soit sur le plan de procédure ou bien sur le plan de la loi, eh bien c'est à l'inspection judiciaire de sévir. En tout cas, par le biais des conseillers au niveau du CSPJ. Maintenant, on a plutôt l'impression qu'il y a une forme d'impunité qui s'installe. Je n'ai pas dit que l'inspection judiciaire ne fait pas son travail, non. Moi, j'ai dit qu'on n'a pas vraiment cette volonté d'aller vers un travail efficient des différentes institutions, des différents organes. Et c'est ce qui nous permettrait de relever la tête. Il faut cette volonté tenace d'avoir des résultats. Il faut cette volonté tenace que lorsqu'un problème se pose à tel niveau, au niveau de telle institution ou tel organe, eh qu'on fasse en sorte qu'on résolve ce problème. Maintenant, il ne faut pas se confronter dans l'insouciance. Mort substitue commissaire, ou commissaire tout simplement, si vous le préférez, veut se plaidoyer pour, tout à fait. pour cette, en faveur des réformes institutionnelles. Vous ne pensez pas qu'on devait avoir plusieurs Kebos à mort pour y arriver? Mais bien sûr, j'ai des collègues avec qui je suis toujours en pourparlers en ce sens. Bon, vous venez de le voir. Alors, ce que je veux dire, ou encore en d'autres termes, ce n'est pas vous seul qui allez pouvoir mener ce combat. Est-ce qu'il ne faut pas un éveil de conscience de la société, de nos dirigeants, pour qu'eux aussi, ils puissent se rendre compte qu'il y ait ce problème et que nos institutions sont boiteuses. Elles ne fonctionnent pas, celles-là qui fonctionnent mal. Et ma question, ajoutée à la première, est-ce que l'avenir du pays, est-ce qu'il n'y a pas de doute, est-ce que l'avenir n'est pas hypothétique quand les institutions d'un pays ne fonctionnent pas? Et c'est ce qui me préoccupe. Et c'est pourquoi je suis ici. Je suis là d'abord dans une... Maintenant, comment sensibiliser les gens qui nous écoutent? Je vais vous dire. D'abord, je suis là dans le cadre d'une démarche citoyenne. J'estime qu'en tant qu'intellectuel, je dois quand même jouer le rôle de guide, à mon niveau, humblement. J'ai une responsabilité. Je suis un homme en crise. En crise parce que ça va très mal. Et ça préfigure, si vous voulez, un véritable tsunami sociopolitique à venir. Si vous me permettez un petit détour. Allez-y. 4 millions, 3 millions de jeunes dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont comme espoir, comme rêve? Si ce n'est que fuir le pays. On a eu des élections qui viennent de se réaliser. Quel a été le véritable projet, je dirais, pour les jeunes? Vous les amener à regagner confiance, à avoir de l'espoir, ou à rallumer l'espoir. Ben oui, on l'a là dans un photo, comme on le dit partout, bon, on va créer des jobs, on va investir, etc. Mais il y a des problèmes structurels qui font en sorte qu'il y a des investissements qui ne peuvent pas être faits dans tel ou tel domaine. Je prends à titre d'exemple, au niveau, par exemple, de la production nationale. C'est plus qu'un impératif. C'est plus qu'un impératif. Bon,
la parenthèse politique, je la referme assez rapidement. Mais ceci, c'est pour vous dire que je suis un homme en crise, en ce sens que... Et c'est dommage. Ah ben c'est tant dommage. Ça me préoccupe, je suis un homme en crise, en ce sens que moi, je souffre. Il n'y a que les personnes qui croient encore dans ce pays qui souffrent. Pour ceux-là qui ne croient pas ou qui se confortent dans une forme d'insouciance, bon, ils sont prêts à laisser le pays. Moi, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Donc moi, je crois que, mais en même temps aussi, j'ai appris à cultiver l'estime de soi. C'est pourquoi moi, je ne baisse jamais la tête devant qui que ce soit. Encore moins un blanc. Parce que moi, je crois que nous pouvons autant que eux. Si nous mettons la main à la pâte et si nous essayons de faire les choses de façon, je dirais, rationnelle. Cela dit, je suis là dans une démarche citoyenne. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir d'autres Kébro? J'ai d'autres collègues, comme je vous ai dit tout à l'heure, où j'ai tenté de le dire, avec qui, assez souvent, on se plaint de ce qui se passe dans ce pays et des réformes à venir. Je me permets de citer, entre autres, M. Dorval, avec qui je viens d'avoir une conversation avant l'interview, mon feuillet Dorval. Et j'ai aussi un autre collègue avec qui nous essayons de constituer un noyau pour réfléchir et proposer quelque chose. C'est le mot du doigt. Je parle de M. Rodrigue Dumas. Donc, on essaye de réfléchir et on est agacé par ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire, nous estimons que nous autres, comme des professionnels du droit, nous avons quand même notre petite, notre modeste pierre, d'accord, à apporter à l'édification de cette société juste, de cet état de droit. Parce qu'on ne peut pas parler d'état de droit en dehors de la séparation des pouvoirs. On ne peut pas arriver vers la séparation des pouvoirs si on n'a pas effectivement une justice qui soit indépendante. Ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir judiciaire s'il n'est pas indépendant. Est-ce que c'est vrai? C'est sa vocation qui consiste à garantir les droits des citoyens, à tout point de vue, sans avoir à subir l'influence de qui que ce soit, de quelqu'un pouvoir que ce soit, ce n'est pas garanti. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il y a des gens qui pensent que la justice ou encore le système judiciaire haïtien tel qu'il est, ou encore qu'il a été conçu, est responsable en grande partie de notre sous-développement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais ce n'est pas la justice qui est responsable, c'est les hommes que nous avons, les élites politiques et les élites intellectuelles. Parce que quelle que soit la société considérée, quelle que soit la société considérée, quelle que soit la communauté considérée, c'est à eux d'œuvrer pour le progrès. Les réformes, c'est toujours l'œuvre, je dirais, de ces élites. Des élites intellectuelles associées aux élites politiques. N'a-t-on pas l'impression que nos élites, nos dirigeants se plaisent ou se complaisent dans cette situation? Vous savez, lorsqu'on est au pouvoir, peut-être que, dépendamment de ce qui vous motive, vous pouvez ne pas avoir l'impression que ça va mal. Ou que vous pouvez ressentir une certaine satisfaction de faire un peu dans tel domaine. Mais ce qu'il nous faut, c'est davantage que ça. C'est pourquoi la convocation des états généraux sectoriels dont on parle, ou si vous voulez, l'expression chère à Tuneb Delpé, la conférence nationale, de mon point de vue, est de plus en plus perçue comme étant un impératif. Aujourd'hui? Ah ben, depuis toujours. Depuis toujours, parce qu'il faut des réformes à tous les niveaux. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de gens qui se complaisent dans cette situation. Ben, bien sûr. La question est de savoir pourquoi on n'a jamais essayé. Ou encore, si on tente de faire quelque chose, on essaie de le faire dans ses intérêts. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que le pays vient après. On est de moins en moins motivé par l'intérêt général. Le citoyen ordinaire qui accède à un poste, il ne se préoccupe que d'avoir de l'argent, d'avoir beaucoup plus de maisons, s'il en avait déjà, soit à l'étranger, soit en Haïti, d'accumuler de la richesse. Et après, il est prêt à laisser le pays et aller vivre ailleurs. Donc, comment faire naître l'espoir? Comment créer l'espoir chez nos 3-4 millions de jeunes qui ne réfléchissent qu'à quitter le pays? Comment faire naître l'espoir chez eux? Ceci a une dimension hautement
sociopolitique. Depuis toujours. Toujours. Puisque vous dites sociopolitique, voyons le social d'abord. Eh bien, c'est lié. Sociopolitique, c'est lié. Donc, la politique influe sur la société, tout comme la société influe également sur la politique. Donc, c'est absolument lié. Et ça devient un seul concept, sociopolitique. Donc, moi, je pense que comment peut-on arriver à faire renaître l'espoir? Ce système qu'on a expérimenté pendant à peu près 2 siècles, a montré ses faiblesses, en ce sens que jusque-là, n'a produit que des inégalités sociales, que de la misère, de l'insécurité, bref, la désinstitutionnalisation. Maintenant, il faudrait peut-être se demander, mais pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est voulu quelque part? Moi, je pense que c'est voulu quelque part. Donc, il faut comprendre que ce qui nous arrive comme catastrophe absolue, ce à quoi on assiste là, c'est malheureusement le produit bâtard d'une part, de l'insouciance, de l'indifférence de la partie saine des élites économiques, des élites intellectuelles et politiques. Et c'est très sérieux. Des élites intellectuelles et politiques. Des intellectuels qui se taisent ou qui prostituent leur savoir. Des élites politiques qui n'ont rien de pays, mais qui essayent d'avoir, je dirais, soit un parti politique, soit une association pour pouvoir survivre. Un aller mieux, qui cherche un aller mieux, entre guillemets. Vous dites un aller mieux. Yeah. Et pour cela, ils doivent chacun avoir leur blanc. Donc, à tout moment, ils prennent les médias pour parler, donner leur position, et c'est ça le politicien. Pour attirer l'attention du blanc, alors. Absolument. Donc, ils n'ont rien. Quand vous dites un parti politique, c'est d'abord une idéologie. Qu'est-ce qui explique ou qui empêche qu'on arrive, si vous voulez, à 2 formations politiques gauche-droite et un 3e centre? Qu'est-ce qui empêche cela? Il y a trop de leaders ou bien il n'y a pas de leader du tout? Pourquoi il y a trop de leaders? Mais il n'y a pas de leader. Parce qu'il n'y en a pas du tout? Parce qu'il n'y a rien de pays dans tout ça. Chacun veut sortir son épingle du jeu, tout simplement. On n'est pas là dans une forme de transcendance. Est-ce qu'on est condamné, professeur? Certainement, on n'est pas condamné. C'est pourquoi je suis là. Il doit y avoir une forme de transcendance qui anime ces gens pour leur dire, mais finalement, ça n'a pas fait à payer ça. Deuxièmement, je parlais de produit bâtard. Entre le produit bâtard, cette catastrophe absolue à laquelle on assiste, qui s'explique par le fait que d'une part, on a eu l'indifférence, l'insouciance des élites intellectuelles et politiques, et de l'autre côté, si vous voulez, cette myopie politique de la part de l'oligarchie ou du secteur des affaires. Parce que le secteur des affaires, hier c'était les mulattes, aujourd'hui c'est la bourgeoisie, avant-hier c'était les mulattes, hier c'était la bourgeoisie, aujourd'hui c'est le secteur des affaires. Mais après tout, mais ce sont eux qui dirigent le pays. Ce sont eux qui dirigent le pays. Il faut arriver à un stade où finalement il y a un pacte. Avant le pacte, avant de parler du pacte, quand vous dites ce sont eux qui dirigent le pays, est-ce que vous voulez insinuer qu'ils dirigent le pays à travers l'économie à tout point de vue, depuis toujours. Donc celui qui a de l'argent peut diriger le pays. Je ne dis pas ceux-là qui ont de l'argent. Ils se mettent ensemble. Ils sont en concertation. Okay. Ils s'arrangent pour perpétuer ce système. Maintenant, dans leur intérêt. Je ne suis pas en train de leur tirer dessus. Je suis en train de dire, à la lumière de, si vous voulez, de l'histoire de notre pays, que ce sont les faiseurs de rois, ce sont eux qui ont toujours eu ce monopole de désigner qui est-ce qui doit être président ou pas. Donc, il y a 2 cas exceptionnels où ils n'ont pas désigné qui devrait être président. Mais maintenant, il faut compter sur eux. Ce sont eux qui ont de l'argent. Et l'État ne peut pas à lui seul investir pour redonner l'espoir de l'emploi
Il faut arriver à un pacte où on leur garantit leur investissement. Et comme ça, ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs. Donc ça pose un problème fondamental lié à la sécurité, à la justice, etc. Bref, moi je crois que s'il faut, en résumé, penser à une formule qui serait de nature à redonner l'espoir aux jeunes, à tout le monde, il faut effectivement arriver à ce pacte, c'est-à-dire où on aurait quelqu'un au niveau de la classe moyenne ou des classes moyennes qui accède à un niveau de leadership qui serait l'interlocuteur privilégié de cette classe d'affaires pour poser les problèmes du pays et dire voilà, on va faire un virage, on va penser le pays autrement. Donc on a intérêt à être réconcilié parce que là encore, ils se regardent en chien de faïence. Mais vous parlez de virage en faisant allusion à la possibilité de tenir une conférence ou encore des états généraux. Bah, bien sûr, bien sûr. Je pensais au contraire, vous allez dire que c'est un campé pour nous faire camper plutôt. Pour nous faire camper, il y en a regardé l'autre pour dire ah attention, nous n'avons pas même besoin de faire virage là, parce que nous ne pouvons pas parler aucun côté, même si nous faisons virage là, si certains problèmes de fond ne sont pas posés. Alors, virage, c'est comme si on arrive à un carrefour. Il faut emprunter une ou plusieurs voies. Donc, on emprunte la bonne voie, qui est, si vous voulez, celle qui nous amènerait à un rapprochement, sinon une réconciliation, mais à un rapprochement entre les éléments de la classe moyenne. Ok. J'aime bien cette figure. Considérons, professeur, qu'on est dans un véhicule, le véhicule fonctionne mal. La meilleure chose, c'est de s'arrêter pour faire savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est notre cas aujourd'hui, selon certains observateurs. On n'est pas même obligé de faire virage là, ni continuer à aller. C'est camper pour nous camper, pour nous dire non, nous avons 200 ans depuis la fonctionnement. Halte là, posons les problèmes et envisageons ensemble les solutions appropriées. Tout à fait, tout à fait. Donc on peut percevoir cela sur le plan, sous la forme d'un arrêt, comme vous le dites, mais aussi d'un ralentissement. C'est-à-dire, si on prend pour hypothèse qu'on doit avoir, je dirais, les états généraux sectoriels. Alors, quand on parle de états généraux sectoriels, on dit qu'au niveau de la réforme du droit et de la justice, voilà ce qui doit être fait. Au niveau de la production nationale, voilà ce qui doit être fait. D'accord? Oui. Au niveau des investissements, pareil, de la sécurité, PNH, etc. Bref, la synthèse de toutes ces synthèses sera considérée comme étant un plan d'action pour les 30-40 ans à venir. Et que quel que soit le président qui sera élu, se retrouvera dans le cadre de l'application de ce plan d'action. Mais maintenant, pour en arriver là, il faut faire en sorte, sous une base concertée, qu'il y ait l'implication la plus large possible de toutes les forces vives de la nation, et notamment eux, les gens du secteur privé des affaires. Ouais. Ils doivent s'impliquer aussi. Ah ben, on peut pas les ignorer, et parce que après tout, ils sont tellement forts et puissants. C'est ce que j'allais vous dire, donc ce serait à tort maintenant de les ignorer. Mais maintenant, de mon point de vue, la formule, ce n'est pas leur tirer dessus à boulet rouge, c'est d'avoir des gens qui puissent leur parler, leur conscientiser et leur faire comprendre qu'il y a une menace qui monte. Moi, je vois qu'on ne fait pas attention lorsqu'on parle de petites Dessalines et petites Pétion. On ne fait pas attention, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous savez, lorsqu'on est dans la misère, lorsqu'on subit la violence de la misère, on devient forcément violent. Et lorsqu'on devient si violent jour après jour, la terreur, elle est tout près de toi. Il y a un pas à franchir. Et comment arrêter tout ça? La frontière est assez tenue. Oui, mais comment arrêter tout ça? Comme je viens de vous le dire. Parce que, par les réformes? Par les réformes institutionnelles, certainement, mais en même temps, les états généraux de la nation, c'est un impératif. Étant donné qu'on a raté tellement d'occasions, on a raté 1804, pour certains, on a raté 86. On n'a pas raté 1804. On n'a pas raté 1804. Non. 1804 a été un tournant. Est-ce que ce que nous vivons dans notre vie de peuple, on est passé de statut d'esclave à hommes et femmes libres.
Maintenant, il fallait penser à construire. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Là, il faudrait peut-être poser la question à nos dirigeants. Mais en fait, encore, à ce secteur que je pointe du doigt, parce que c'était ceux-là qui savaient lire et écrire, ben, par rapport à la masse servile qui ne disposait d'aucun savoir, vous comprenez? Donc c'était à eux d'imprimer, si vous voulez, telle orientation donnée liée à la construction de cette jeune nation qui venait d'être née. Bon, maintenant, on ne va pas remonter au déluge. Oui. Maintenant, si on devrait considérer comme impératif maintenant la question de la convocation des États généraux sectoriels, de mon point de vue, si on ne le fait pas, ce qui va continuer à se faire va donner les mêmes résultats. Si on a eu, Est-ce que c'est un conseil que vous donnez au prochain président? Chacun pourra le voir à sa façon, mais moi-même, c'est un cri. C'est un cri de la population, c'est un cri de la jeunesse, c'est un cri, je dirais, des Haïtiens qui sont vraiment attachés à leur pays, parce que on est tous menacés. On est tous menacés. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un environnement, plus il y a de gens qui sont démunis, c'est plus vous êtes exposés. Plus vous roulez dans une voiture qui soit plus ou moins confortable, plus vous devenez une cible. Et à partir de ce moment, un jour ou un autre, on ne sait pas ce qui va devoir vous arriver. C'est pourquoi, et puis un pays, ça se construit. Il y a des réformes au niveau de l'université qui doivent être faites aussi, au niveau du curriculum. Vous voyez, il y a des réformes qui doivent être au niveau de l'éducation nationale, l'école pour tous, la scolarité massive ou bien obligatoire. C'est un impératif aussi. Mais il faut que tout ça soit posé dans le cadre. Et si jamais on en arrive à faire cette synthèse à travers les États généraux sectoriels, maintenant on va se dire, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Là, il va falloir revoir la question du budget. Étant donné qu'on le sait, et ça se dit à toi et à travers, que la part léonine du budget est attribuée au Palais national, à la primature, au pouvoir législatif. Non, maintenant, le budget d'investissement est un véritable pot de chagrin. Donc, on parle des dépenses folles, somptuaires au niveau de l'État. On doit avoir une autre conception de cet État. Ce n'est pas pour en jouir, mais pour servir. Donc, tu vois, c'est des réformes à tous les niveaux, mais ça parle de la vision. De la vision. Et cette vision-là, moi, dont je parle, c'est de la transcendance. Et en dehors de la transcendance, on ne peut pas aller vers cette haute vision dont je parle. C'est-à-dire, cette vision qui m'amène à ne pas me voir moi-même, mais à voir les autres. Je fais un repli sur moi, parce que j'estime que j'ai réussi par rapport à ce que je suis devenu. Mais j'ai dit maintenant, et les autres, que vont-ils devenir? Et leurs enfants. Et leurs enfants. Et le pays dans tout ça. Donc moi, je crois que ça ne va pas être facile. Parce que les réformistes seront contre les conservateurs. Les conservateurs feront tout pour maintenir le statu quo. Et les réformistes ne devront pas reculer. Et en ce sens, moi, j'estime que pour finir, par rapport à cette approche, il faut qu'on choisisse des gens qui soient en mesure de mener, je dirais, ces démarches ou ces débats, pour voir en sorte, si on n'arrive pas à une réconciliation entre nous, entre cette classe-là dont j'ai parlé tantôt, et les classes moyennes qui représentent la masse, à défaut d'arriver à une réconciliation, mais du moins un rapprochement intelligent qui nous permettra de redéfinir les bases de ce nouveau départ à travers un pacte social, socio-économique, pour dire, voilà, on va construire tel hôpital dans telle zone, on va faire telle zone, une zone destination réservée, touristique. On va créer tant d'écoles. Voilà ce que nous souhaitons que la police soit pour pouvoir mener à bien, je dirais, sa mission de défendre, protéger et servir, etc. Voilà au niveau des investissements, voilà ce que nous souhaitons. Nous ne disons pas que nous souhaitons toujours avoir le monopole en matière d'investissement. On serait ouvert à l'investissement étranger,
mais voilà dans quelles conditions. Mais on trouve quelque chose. Et non pas qu'on continue à faire les choses comme ça, qu'on gère une boutique, et puis finalement, on ne voit pas monter la menace de la démographie. La démographie, en 2006, en 86, on était 6 millions. Aujourd'hui, bon, vous savez autant que moi, il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment les statistiques qu'il faut, parce que même le recensement pose problème. Oui. Or, dès qu'on parle politique, il faut d'abord avoir les données statistiques. Oui, pas plus tard qu'hier, Michel Souka en parlait, en disant que le dernier recensement qu'on a eu remonte à 1952. Ah bon? Oui. Et 86, c'est pas fiable? C'est pas fiable, selon lui. Il en a parlé justement hier. Ah ben justement. Alors que selon lui, pour que un dirigeant puisse servir son Tout à fait, peuple, tout à fait. il faut savoir combien de gens partagent ce territoire voilà. et pour voir dans quelle mesure, à tel niveau, dans telle tranche d'âge, comment intervenir et c'est ça. Et ce que l'on doit faire exactement. Absolument. Ce dont le peuple a véritablement besoin. Mais pour savoir tout ça, il faut se faire une idée du nombre de gens qui vivent ou qui partagent le territoire pour vous répéter. Maître Zamor, c'était un plaisir de vous avoir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Ce n'est qu'une première invitation qui vous a été lancée, j'ai bien dit une première, et ce n'est pas la dernière. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec le public de Métropole ce matin. J'ai pris un énorme plaisir à vous servir et à servir la communauté rwandaise. Merci beaucoup. Merci encore une fois et à bientôt. À bientôt également. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Substitut commissaire au parquet près la cour d'appel de Port-au-Prince, professeur de droit constitutionnel, Maître Zamor était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.